Salut tout le monde! Aujourd'hui, on analyse les 4 articles que le journal Le Soleil intitule La grande dérive immobilière et je serai là pour les commenter. Bienvenue à l'actualité immobilière, je m'appelle François, courtier immobilier en Estrie depuis maintenant plus de 6 ans et je serai là aujourd'hui pour commenter les 4 articles que le journal Le Soleil intitule La grande dérive immobilière. Sachez que je ne veux offusquer personne, je ne veux me trouver dans aucun conflit et je ne porte jugement à rien. Je ne fais que commenter et je ne me suis pas préparé autre que d'enregistrer des slides de print screen de mon écran pour pouvoir faire le montage. Sinon, je ne suis pas préparé et je vais vous donner mon humble avis quand je vais lire la nouvelle, donc ça va être très on the spot. Commençons avec le premier article de Jonathan Custeau qui dit « Les mailles du filet de l'immobilier sont-elles trop grandes? » Ben écoute, Jonathan, voyons ça ensemble. Donc, le premier courtier, Philippe, qui n'est pas vraiment son vrai nom, dit « Nous avons souvent des visites qui durent 20 minutes. Quand on achète une maison de 750 000 sans inspection, 20 minutes, c'est pas beaucoup. » Ben non, t'as raison, Philippe, 20 minutes, c'est pas beaucoup. Premièrement, on ne devrait pas accepter seulement des visites de 20 minutes, mais malheureusement, ça a été le cas dans certains dossiers en Estrie et beaucoup de dossiers près de Montréal. Et deuxièmement, non, acheter une maison sans inspection, ça ne devrait pas être la norme. Et encore là, le courtier immobilier est là pour aider justement les acheteurs à se faire respecter dans leur offre d'achat et mettre des conditions qui ne sont pas démesurées comme « Hey, visiter 40 minutes, 1 heure et de mettre l'inspection dans l'offre d'achat. » Par la suite, on a le même courtier qui travaille en Montérégie qui nous dit « Ce n'est pas normal qu'une maison se vende 100 000 au-dessus du prix affiché avec 20 offres. C'est que le courtier a mal évalué la propriété au départ et je te dirai, cher Philippe, que c'est pas toujours le cas. Personnellement, j'ai eu un dossier où il y a eu 6, 8 offres. J'étais pas le courtier inscripteur, donc moi je représentais un acheteur, mais la maison s'est vendue à 401 000 et elle était affichée à 298 000, qui était à 298 000, là, c'était un prix très très juste. Par contre, la propriété, tu voyais offered, tu étais à genre 25 km de offered, mais tu voyais offered et probablement que quelqu'un qui est venu déposer un offre, quelqu'un qui était tombé sur la tête et qui a décidé d'offrir 401 000. Donc, dans cette situation-là, est-ce que la maison était sous-évaluée? I don't think so. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui était tombé sur la tête qui a décidé de faire une offre? Et je crois que oui. Donc, ce n'est pas toujours le cas et c'est très difficile d'évaluer une propriété présentement parce que c'est comme une boîte de Crack a Jack. Fait que des fois, tu évalues très bien une propriété, des fois, tu évalues super bien une propriété, mais il y a un engouement vraiment incroyable qui fait que ben ça se vend en surenchère à quelques dizaines de milliers de plus que le prix affiché. Puis des fois, tu l'évalues, puis blablabla, il n'y a pas de trafic sur la maison. Donc présentement, c'est pas facile d'évaluer une maison. Mais je suis certain que les courtiers immobiliers font le maximum pour essayer d'avoir le plus d'argent possible pour le vendeur. Donc, je crois que les maisons sont plutôt bien évaluées présentement, considérant le marché actuel. Un peu plus bas dans l'article, on a Leslie Tran, qui est une courtière incroyable, qui travaille avec nous à Sherbrooke, de mémoire pour Royal Lepage, et qui dit « Comment protèges-tu ton acheteur si tu ne vois pas la maison qu'il veut acheter? » Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ne devrait jamais arriver. Si, exemple, l'acheteur voit la maison, mais que le courtier qui représente l'acheteur n'est pas là à la visite, comment tu veux protéger ton client? Et c'est une situation qui m'est arrivée. Un courtier de Montréal qui a shippé ses clients pour venir voir une de mes propriétés à Sherbrooke, qui m'a dit « Oui, je vais être là. » Et par la suite, au niveau de la soirée, je l'ai rappelé pour savoir comment a été la visite parce que mon vendeur m'a mentionné qu'il a fait faire la visite aux acheteurs parce que moi, j'étais pas là parce que j'étais pas supposé d'être là. Puis la personne m'a répondu « Quand tu vas avoir un véhicule électrique, tu vas comprendre, là, ma batterie était trop basse, puis là, je pouvais pas me rendre, bla. Non, un acheteur devrait jamais visiter sans son courtier parce que, le courtier ne peut pas
aider ses clients, s'il n'a pas vu la maison, s'il n'a pas inspecté visuellement la maison puis qu'il n'a pas donné ses conseils à ses clients. Donc, ça ne devrait jamais arriver. Fait que je suis d'accord avec toi, Leslie, c'est quelque chose qui devrait être proscrit. Par contre, Leslie, je ne suis pas d'accord avec ton deuxième point qui dit « Il y a aussi des courtiers qui acceptent des baisses de rétribution, ça n'aide personne. » OK. J'ai même un autre bout d'article qui est sur le même sujet. Peut-être que les courtiers ont créé un cercle vicieux en voulant s'attirer des inscriptions. Ils acceptent des commissions plus basses, mais on ne devrait jamais niveler par le bas. Bon, mon opinion est vraiment pas la même que ça. Il n'y a pas de moyenne de pourcentage de rétribution demandée, en tout cas, pas de statistiques que j'ai pu voir sur lesquelles je peux me baser. Par contre, je peux vous parler de mon expérience personnelle. J'ai vu plusieurs courtiers charger 6%, 5%, 4% et très peu de courtiers charger comme moi une baisse des rétributions à 2% si je suis seul et 4% s'il y a un autre courtier dans la transaction. Mais si les courtiers, au fil du temps, avaient avait diminué le pourcentage de rétribution demandé dans les 10-15 dernières années, est-ce que vous croyez que du proprio existerait présentement? I don't think so. Donc, est-ce que de baisser sa rétribution dans un marché où la possibilité de vendre est très, très, très présente et le travail de mise en marché est un peu différent qu'auparavant? À vous de juger, vous le marquerez en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a même Richard, un autre courtier de Québec, s'interrogeait à savoir si les courtiers acceptant un salaire plus bas sont en mesure de payer leurs frais d'agence et s'ils font toutes les vérifications diligentes. Qu'on gagne une pièce ou 100 000 pièces après une vente, les obligations sont les mêmes. Ben écoute, Richard, je sais pas parce que c'est pas le vrai nom de Richard, mais je te confirme que je suis capable de payer mes frais d'agence. Je suis même capable de me sortir un excellent salaire. Et oui, je fais mes vérifications, j'aide mes clients, je suis présent aux visites. Puis gadon, je prends même mes photos, mes vidéos et je fais moi-même ma mise en marché parce que j'ai pas d'adjointe. Hein? Fait que oui, je suis capable, même en chargeant juste 2%. Regardons par la suite l'article de Mathieu Lamotte. Des courtiers n'ont pas de plaisir. Premier petit bout de l'article que je vous lis. Quand tu vois le nombre de clients qui ne viennent pas à bout d'acheter, tu peux pas avoir du plaisir. Tu peux pas avoir du plaisir à avoir autant de déceptions. Pour le même travail qu'on faisait l'année passée, mettons 10-15 heures une fois dans un dossier, aujourd'hui on doit mettre 50-60 heures. Première chose, dans ce bout d'article-là, c'est vrai que c'est très difficile de voir des clients se démotiver. J'ai moi-même une cliente avec laquelle je cherchais, un couple de clients avec lequel je cherchais il y a un an. Ils se sont démotivés, ils ont recommencé à visiter. On a fait 2 offres, les 2 ont été refusées à quelques milliers pour la dernière offre. Et là, ma cliente m'a texté, je suis plus capable, on cherche plus. C'est dur de voir ça parce que je sais qu'elle n'est pas bien en appartement, même si je l'ai avisé qu'il va falloir faire plusieurs visites, plusieurs offres d'achat pour réussir à bien trouver puis à acheter la bonne propriété. Assez quand même démotivé, fait que je suis totalement d'accord avec toi, c'est difficile de voir ça. Par contre, dans le fait de mettre plus d'heures dans un dossier, ben, guess what? Les courtiers sont très bien payés. Fait qu'est-ce que travailler un petit peu plus, ça va venir justifier justement notre bon salaire? Oui. Par la suite, on a David Bourgon, qui est dans le fond le président de la Chambre immobilière de l'Estrie, Mauricie et du Centre du Québec, qui nous dit « Les vendeurs s'attendent à ce qu'on réalise une surenchère. C'est drôle et décourageant. Si on arrive avec le prix qu'ils ont demandé, certains nous font la baboune. » Peut-être que ça arrive à certains courtiers. Pour ma part, mes clients, quand j'ai le prix affiché, sont très satisfaits parce qu'on a bien affiché la propriété au juste prix et leurs attentes sont égales avec le prix qu'on a affiché. J'explique aussi à mes clients qu'est-ce qui peut arriver, c'est quoi les alternatives possibles, c'est quoi les scénarios qu'on peut faire face. Fait qu'ils savent dans quoi ils s'engagent. Fait que si on a une offre au prix demandé, ben c'est le meilleur des mondes. Et si on a une offre en surenchère au-dessus du prix demandé, ben c'est du gros gravy. On a aussi un courtier de la Montérégie. Les acheteurs vont aussi remettre en question la compétence des courtiers quand leur offre n'est pas acceptée.
Pour ma part, ça m'est pas encore arrivé. Mes conseils sont relativement assez justes, mais je suis d'accord que ça se peut que tes clients ils doutent de tes conseils professionnels. Ça se peut qu'ils suivent pas puis qu'ils soient en sacrement que ça n'ait pas fonctionné. Ça se peut qu'ils suivent puis que ton offre soit pas acceptée puis qu'ils soient un peu en sacrement avec toi parce que après toi parce que ben ça n'a pas été accepté. Ça se peut que tes conseils soient pas bons, ça se peut qu'ils soient excellents. Tu fais partie de cette équipe-là pour acheter ou vendre une propriété. Dans cette situation-là, c'est pour acheter une propriété. Fait que tu fais aussi partie des échecs, puis tu fais partie des réussites. Puis c'est part of the game. Écoute, tu prends des claques des fois c'est des tapes dans le dos, des fois c'est des félicitations, des fois c'est un petit peu de rage. Ça se peut. C'est dommage, par exemple, mais j'en ai vu beaucoup dans mes 6 dernières années de courtage et ce ne sont pas tous les conseils des professionnels qui sont très justes. Louis-Denis Hébaché nous pond la troisième article et, je vous l'avais dit, je vous en avais parlé, surchauffe immobilière, l'invasion ontarienne. Quand les frontières se sont ouvertes entre l'Ontario et le Québec, j'en avais parlé justement que cette vague-là pouvait venir affecter le marché immobilier québécois. Et dans cet article-là, on peut voir que il y a un courtier qui dit que de 4 à 6% des transactions étaient faites par des Ontariens en Outaouais. Puis dans les dernières années, tenez-vous bien, on parle de 28 à 34% des transactions qui sont faites. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'Ontariens qui viennent au Québec pour profiter de la belle province. Nos taxes de mémoire sont un petit peu plus élevées. Par contre, leur pouvoir d'achat est extrêmement fort parce que les propriétés sont plus abordables. Je vous en avais parlé la dernière fois et je crois que cette ouverture des frontières-là dans les dernières semaines entre l'Ontario et le Québec va venir raviver justement cette invasion-là. On se calme, c'est pas une invasion, mais ce transfert-là, ce déménagement-là des acheteurs ontariens vers justement le Québec. À l'intérieur de cet article-là, il y a justement un exemple bien précis. Un exemple facile à comprendre, un acheteur perd une offre sur une maison à 600 000 à Ottawa, ça ne lui dérangera pas de venir payer 475 000 pour une maison affichée à 400 000 à Gatineau. Il sauve encore de l'argent même s'il offre 75 000 de plus que le marché. Ben, c'est ça qui vient appuyer le pouvoir d'achat que je vous parlais. Quand les maisons sont plus chères dans un secteur, puis que les gens déménagent dans un autre secteur où les propriétés sont plus abordables pour une plus belle propriété puis un plus grand terrain, ben ça ne leur dérange pas de payer plus cher. Et c'est justement ce que je parlais quand que j'expliquais un peu là, l'exil des gens de l'exil. Le départ des gens de Montréal vers l'Estrie, ben, s'ils vendent leur condo à Westmount pour 600 000 puis qu'ils arrivent ici puis qu'ils regardent une maison de 600 000, c'est sûr qu'ils vont rire, là, ils vont rire. Des larmes vont couler sur leur visage parce qu'ils vont se dire Colin, je peux donc acheter quelque chose de nice en Estrie comparativement à mon condo que j'avais à Westmount. Ben oui, ben oui, c'est ça le pouvoir d'achat que les gens ont en changeant de région puis en allant dans une région où les propriétés sont plus abordables. Dernier article qui est une collaboration de 2 journalistes. Pas de répit pour les notaires et les évaluateurs. Non, 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 non. Et Colin, non. Écoute, c'est pas tous les notaires présentement qui prennent des dossiers. Il y en a que ça va tellement loin que ça fonctionne pas avec les délais qui sont dans l'offre d'achat. Il y a quelques bons bureaux de notaires. Je vous dirai pas Olivier Abinader sur la King West, mais bon, il est excellent. Qui sont capables de gérer ça, cette surchauffe-là, mais c'est sûr, il y a plus de transactions que dans les dernières années au même temps de l'année. Fait que c'est officiel que ça bourre le bureau des notaires. Ça rallonge énormément les délais quand une institution financière demande une évaluation pour être sûr que la propriété vaut ce que l'acheteur est en train de payer. Tu sais, normalement, on met des conditions à l'intérieur de 14 jours, on réalise les conditions. Là, si on a une évaluation, ça peut aller jusqu'à 21, 30 jours avant d'avoir le résultat justement de cette évaluation-là pour lever les conditions. Donc, ça allonge énormément le processus de vente. Et je ne vous parle pas des arpenteurs géomètres, mais là, ça peut... Écoute, j'ai des arpenteurs qui prennent plus de dossiers pour 2021. Ça peut prendre jusqu'à 3, 4 mois à avoir un certificat de localisation. Donc, toute cette
engouement-là sur l'immobilier présentement, ben, ça crée des délais chez les évaluateurs, chez les notaires, chez les arpenteurs géomètres. Et c'est normal. Les gens sont habitués d'avoir une certaine baisse à partir d'un certain temps de l'année. Puis là, présentement, ben, il n'y en a pas. Fait que ça crée cette surchauffe immobilière-là, mais dans tous les corps de métier qui sont justement reliés à la vente et l'achat immobilier. Aujourd'hui, c'était un très gros dossier de la part du journal Le Soleil et ça m'a fait un grand plaisir de l'analyser. J'espère que vous avez apprécié la capsule. J'espère que vous aimez ce type-là d'actualité immobilière où je commente tout ce qui touche à l'immobilier qui se passe dans les journaux. Si vous avez des conseils ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est la bonne place pour les mettre en commentaire. Je vous vois la prochaine fois pour une capsule éducative immobilière ou un prochain vlog sur la route. Je vous souhaite une bonne journée.